Dans les serpents. Non, dans dans le fond des aquariums à Saint-Caron. C'est quoi, je monte pas dedans. Le moins qu'on puisse dire de Marc Agron, c'est qu'il a l'usage de la parole, un usage qui, dans ce pays mutique, fait l'effet d'un tsunami. Il a aussi désormais l'usage de l'écriture et il n'est pas de ceux qui se taisent par écrit. Il est galeriste, un mot qui est à lui seul un oxymore, aux prises avec le double blind de la passion pour l'art et de l'indispensable rentabilisation commerciale. Il défend la peinture figurative et le métier qu'elle implique dans le pays des ports francs, des SAF et des foires d'art extragalactiques. Et il est affligé d'une lucidité hypersensible, se trouvant ainsi en porte-à-faux professionnel et existentiel au mauvais moment et au mauvais endroit. Marc Agron a néanmoins trouvé une issue inventive, il en a tiré un roman. C'est ainsi que Michel Thévaux présente Marc Agron dans sa préface à Mémoire des cellules, ouvrage publié aux éditions de l'Âge d'Homme en 2019 et réédité par l'association Florides Helvet qui a repris la collection Poche Suisse créée en 1978 par Vladimir Dmitrievitch, cette année 2024. Marc Agron que j'accueille avec beaucoup de joie et d'émotion à la médiathèque aujourd'hui pour vous, cher public. Je vous remercie, Marc Agron, puisque vous avez accepté ce 29 octobre de venir à notre rencontre, cette fois en direct, en public. Il y a 4 ans, le mardi 23 mars 2020, le monde espérait contre le Covid. La médiathèque mettait en place ses podcasts, tous audibles sur le net. Et moi, je vous présentais avec ces mots. Marc Agron, né à Zagreb en 1963, arrivé en Suisse à 19 ans, des études de lettres modernes à l'université de Neuchâtel, une formation de libraire spécialiste en livres anciens et en 1996, l'ouverture de la librairie et galerie Univers à Lausanne avec votre épouse Michel. Auteur de 4 romans qui ont en commun d'interroger la mémoire, c'est-à-dire le rapport de l'homme au temps et à l'art, vous partagez votre vie à tout point de vue, la famille et le métier, l'art contemporain et la littérature du passé, la rencontre avec le public et la solitude de l'écriture, afin de pouvoir au mieux servir vos ambitions d'écrivain et d'être fidèle à celles de Marcel Proust, qui confie dans son temps retrouvé « Je m'apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. » Il y a eu Mémoire des cellules en 2017, Carousel du vent en 2018, Rêver d'Alma en 2020, 3 ouvrages publiés à l'Âge d'Homme et en 2024, La vie des choses paraît aux éditions La Veilleuse. 4 romans qui tous mettent en scène des personnages singuliers, gravitant dans des univers qui vous sont, Marc Agron, plus que familiers, puisqu'ils partagent votre vie, l'écriture, l'art et les livres anciens. Romain Gary dans Pour Sganarelle écrit « La marge entre ce que nous pouvons attendre de la réalité et ce que nous en attendons secrètement ne peut être remplie que par l'art et la fiction. » Ça m'a ramené immédiatement à ce que vous dites, évoquant Carousel du vent. Bien incapable de monter une intrigue, j'aime fouetter la mémoire et me nourrir de tout ce que je vis. Vous, Marc Agron, quand, comment et pourquoi avez-vous commencé d'écrire? Bonsoir. Tout est dit, je crois que je vais continuer à parler parce que je ne serai pas au bon niveau. Pardon, quand est-ce que je commence à écrire? Pourquoi? Quand? Alors, comment? très tôt, enfin très tôt, non, autour de 17, 19, 20 ans, alors que j'étais soldat dans un autre pays qui n'existe plus. Et c'était des choses, c'était un journal, c'était des choses pour moi-même, pour de la poésie. Je faisais partie d'un groupe de rock
En Croatie, où j'étais parolier et chanteur, mais c'était pas extrêmement, disons, de la grande qualité, mais enfin, accompagné avec la musique, c'était pas mal. Et en arrivant en Suisse, très tôt, j'avais tenu un journal de tous les jours, vraiment un diary, vraiment au sens, disons, le plus classique du terme, de ce qui se passait, des gens que j'ai rencontrés, des gens que je rencontrais chaque jour, des progrès dans la langue, un dictionnaire à gauche à droite pour apprendre des nouveaux mots de la langue française. En fait, tout ça était assez laborieux. Et disons, après quelques années, le journal est devenu un journal en français, et puis finalement quelques nouvelles, des choses comme ça, mais c'était pas un projet, c'était pas disons, un plan de carrière ou quelque chose qui était en moi très tôt, comme enfant ou comme adolescent. C'est vraiment venu autour de 20 ans. Alors, Carrousel du vent, c'est l'histoire de Max, originaire de l'ex-Yougoslavie. Il a quitté son pays peu après la mort du maréchal Tito, qui a suivi celle de son père Luka. Max est libraire, spécialiste en livres anciens. Pleinement habité par l'envie d'écrire, il est pourtant incapable de le faire. Et vous écrivez, elle hantait ses pensées depuis des années. Il la guettait à tous les coins de rue, dans les trains, au vernissage, aux concerts, aux messes, aux enterrements, mais jamais il ne retrouva cette femme dont le regard lui avait dévoilé une bribe de son histoire, celle qu'il voulait écrire depuis tant d'années, sans savoir comment ni dans quelle langue. Votre langue maternelle, Marc Agron, est le croate, et vous écrivez en français. Pourquoi ? Disons que simplement parce que je vis dans un pays francophone et c'est devenu une langue d'écriture. Avant, c'était des journaux, c'était des poèmes, c'était un peu, disons, des notes, comme ça, des notes prises. Après, j'ai essayé de traduire tout ça en français et finalement, j'ai vu que la traduction, c'était pas vraiment tout à fait ça. Donc, l'idéal, c'était quand même d'écrire en français, mais on ne peut pas devenir un écrivain français ou encore moins suisse roman avec l'accent vaudois, valaisan, neuchâtelois, jurassien. Mais on ne peut pas être formé comme écrivain, à mon avis. C'est pas à l'université qu'on apprend à écrire. Donc je pense qu'on a ça en soi, comme quand on est musicien ou peintre. Et la langue en français, parce que c'était justement cette langue-là que j'ai épousée, que j'ai commencé à pratiquer. Et j'ai montré mes textes très tôt, d'abord à Michel, après à d'autres gens, comme ça. Et c'était assez bon, c'était drôle apparemment. On m'a dit que c'était toujours très drôle, très satirique, parce que j'avais cette veine d'humoriste quelque part en moi, parce que j'ai envie de blaguer, parce que les gens de Pays de l'Est aiment beaucoup blaguer, beaucoup rire. C'était une des façons aussi de subsister dans un pays communiste. C'était souvent, on entend ça souvent en Russie, dans les pays de l'Est, les gens ont énormément ils ont cette tendance à rire, non pas de leur malheur, puisque moi je n'ai pas vécu le malheur, j'étais libre, on avait un passeport, on voyageait beaucoup, enfin beaucoup, en Italie essentiellement. Mais disons que la langue française, parce que c'était la première fois que là je pouvais montrer mes textes, faire un peu de théâtre à l'époque avec Agatha Christophe. Et je lisais ses livres, je lui ai montré un texte assez tôt, elle a trouvé ça très bon. Et je l'avais envoyé à un éditeur et il avait été refusé. Mais elle m'avait beaucoup grondé parce qu'elle avait dit qu'il aurait fallu que je lui donne le texte à elle pour qu'elle aille à Paris avec ce texte parce qu'elle avait un très bon éditeur, l'édition du Seuil. Et à l'époque, évidemment, je ne ferais plus jamais ça aujourd'hui. Évidemment, si quelqu'un me disait « je connais un éditeur », je lui dirais « oui, je l'accompagnerais, je ne sais pas ce que je donnerais pour être publié dans une bonne maison d'édition ». Mais à l'époque, un peu orgueilleux, idéaliste probablement et naïf. J'avais dit que je l'enverrais par la poste, je l'ai envoyé par la poste et évidemment que c'était une réponse négative, une de longue série des réponses négatives qui a duré, je ne sais pas, presque une dizaine d'années. Chacun reçoit un fragment de vie, un lopin de terre afin de creuser un sillon, un champ à labourer, un arbre à tailler. Ce souvenir, c'est accepter de ne pas mourir seul. Il ne lui reste plus qu'à ramasser les miettes et à faire d'elles un pain perdu. Ce sont là les mots du père de Max, devenu adulte dans Carrousel du vent. Vous, Marc Agron, vous avez quitté votre pays, vous avez adopté une autre langue, vous n'avez sans doute jamais oublié.
Vous évoquiez Agatha Christophe, c'est elle qui dit dans l'Analphabète « J'ai laissé en Hongrie mon journal à l'écriture secrète et aussi mes premiers poèmes. J'y ai laissé mes frères, mes parents, sans prévenir, sans leur dire adieu ou au revoir. Mais surtout, ce jour-là, ce jour de fin novembre 1956, j'ai perdu définitivement mon appartenance à un peuple. » Aujourd'hui, quels sont vos sentiments à l'égard de ce pays que vous avez quitté jeune et que doit aujourd'hui Marc Agron à l'enfant qu'il fut tout là-bas? Alors, ce n'est pas la même histoire parce que je ne suis pas un réfugié politique, je n'ai pas souffert en traversant la frontière de façon d'Agatha Christophe. Je connais assez bien son histoire puisque nous avons passé beaucoup de temps ensemble et j'ai joué un peu ses pièces avec une autre troupe de théâtre à Neuchâtel. Non, moi je suis venu un homme libre, en train naturellement, un jeune Européen de 19 ans, 20 ans, qui part dans un pays occidental naturellement, dans mon cas, pour garder les enfants d'un employé de mon père qui vivait à Lausanne, qui avait quitté la Croatie à l'époque aussi tout à fait librement. Donc je ne suis pas, disons, il n'y a pas eu d'exil, de souffrance dans ce sens-là. Et il y a eu peut-être un peu de déception parce que la langue était vraiment très compliquée et j'aurais toujours aimé aller en Angleterre. Et c'était pas possible parce que ma mère n'était pas d'accord. À l'époque, on écoutait énormément des parents, encore jusqu'à 20 ans. Ma mère était très possessive, une vraie mère juive, enfin catholique, mais puissance 10. Et c'était la Suisse parce que c'est le hasard. Et évidemment, je me dis souvent que cet homme aurait pu habiter à Uri ou Schwyz, ou je ne sais plus, quelque part à Zug. Mais ça aurait été quand même un peu dommage parce que j'aurais probablement appris le suisse allemand et c'est une langue qui ne sont pas aussi belles que la langue française. Et puis, je dirais je lui dois en fait plutôt le vécu véritablement de méditerranéen, en fait, slave. Et c'est très particulier. C'est comme certaines villes italiennes, comme Trieste par exemple, était une ville italienne, slave et autrichienne. Et puis ma culture est aussi une culture méditerranéenne, slave, balkanique aussi, de sud, puisque dans mes origines, on va encore plus au sud, jusqu'au Macédoine, jusqu'au Kosovo. Donc on peut dire que je suis un vrai slave du sud, si vous voulez. Et en arrivant dans un pays occidental, c'était pas vraiment c'était pas non plus un pays. Zagreb est une ville quand même. Je l'ai dit l'autre jour à la radio, j'ai vexé un journaliste. Enfin, je l'ai pas vexé, mais enfin, il m'avait dit comment je me suis senti en arrivant à la gare de Lausanne. Est-ce que ça a été le flash? Et puis, vraiment sans réfléchir, j'avais dit que quand même la gare de Lausanne c'était joli, mais enfin, c'était pas Vienne, c'était pas Paris, c'était pas Zagreb non plus. Hein. Et là, il avait dit, mais comment ça, vous pensez que nous sommes dans un village, etc. Puis je dis non. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure avec mon ami de Saint-Maurice, je trouve tout à fait sympathique, disons. Mais il n'y avait pas de choc de civilisation quand même. Pas de choc en disant on arrive d'un trou, on n'a jamais vu. Alors j'avais parlé de cette cathédrale du XIe siècle, de l'université qui a été fondée au Moyen-Âge, etc. Donc il y a ces clichés comme ça, des gens qui arrivent de l'extérieur. Je me mets à la place des Italiens, vous êtes bien placés à Martigny, ici, à Sion. Ces Italiens qui arrivaient de Florence, qui arrivaient de Rome, qui arrivaient de Naples à Martigny. Et je suis sûr qu'on leur disait, mais on mettait des gants à la frontière pour voir si ces hommes et ces femmes étaient recevables. Je trouve ça assez terrible, quoi, parce que quelque part, y a une inversion de valeurs, je ne sais pas, j'ai eu l'impression que, voilà, c'est comme ça. Mais disons que, oui, il y a l'idée, c'est plutôt une idée de langue que de culture quand même, parce que à l'école, c'était obligatoire d'aller au ballet régulièrement, voir des opéras, voir des choses. Mes parents n'allaient pas du tout au théâtre, on n'avait pas beaucoup de livres à la maison, mais le système scolaire était fait vraiment de façon, ça c'était le bon côté, on va dire, des pays communistes, c'est qu'il fallait vraiment une incroyable formation, et quand on arrive au bac ou à l'université, on est formé, quoi, je crois. C'est un peu une formation d'élite pour certaines personnes et d'autres, mais pour ma part, je n'avais pas de ce choc-là, il y avait surtout le choc de la langue. Alors, Mémoire des cellules, publié en 2017, a été réédité en 2024 aux éditions Florides Helvet. Ils mettent en scène Maximilien, critique d'art, envoyé par une revue spécialisée pour un reportage à la Biennale de Venise, et l'artiste R qui présente son œuvre, une immense piscine de 200 000 litres d'eau.
Au cœur de l'ouvrage, le débat crucial autour de l'art contemporain est l'histoire d'amour de R et de Maximilien qui, en fait, se sont connus adolescents, se sont aimés un soir, se sont quittés et se retrouvent. Maximilien apprend qu'il est alors le père de l'enfant que R a élevé seul et qu'elle a perdu quelques mois plus tôt. Vous avez intégralement retravaillé le texte. J'ai lu les deux et j'ai vu que dans les deux, il y avait vraiment des raccourcis, des précisions, sans évidemment modifier le fond. Vous avez ciselé la forme. Alors, comment s'est déroulée cette relecture et quel sentiment éprouve-t-on à redécouvrir un texte qui a vécu loin de nous pendant 7 ans? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une peur de reprendre ce texte? Alors, c'est une chance parce que quand il y a une réédition, en général, quand on se relit, enfin moi je ne me relis jamais particulièrement, mais disons, il se trouve que je vais dans des salons et on discute des livres, que ce soit ici, ou Paris, ou Genève, ou peu importe. Et chaque fois, j'ai des regrets en me disant, ce passage-là aurait pu être travaillé mieux. C'est un peu comme chez Proust avec Bergotte, vous savez, qui regarde une peinture de Vermeer et il se demande... Il regarde cette peinture, il se dit, mais comment a-t-il pu arriver à cette finesse de couleur jaune sur un pan de mur blanc? Et il s'est dit, c'est certainement le fait d'avoir vraiment retravaillé. Avoir la chance d'avoir un ouvrage en réédition, dans une nouvelle collection, qui sont des classiques suisses quand même. Hein. Je suis un des rares vivants dans les classiques, comme ça, c'est fait une espèce de mortel, immortel. Et c'était une chance de faire un peu mieux, si vous voulez. Je me suis permis de faire ça parce que j'ai travaillé quelque temps à la bibliothèque universitaire à Lausanne pour estimer des manuscrits de Ramu pour le canton de Vaud, c'était un mandat. Et en fouillant dans les manuscrits de Ramu, j'ai vu que chaque fois, un texte était retravaillé une dizaine de fois. Aline existe en 4 ou 5 versions. Et chaque fois quand il y avait une nouvelle édition, Ramu réécrivait entièrement son ouvrage à la main. Pour moi, c'est très facile avec l'ordinateur. D'entrer, d'avoir une mise en page et puis d'arriver à améliorer un texte, c'est formidable. Franchement, l'ordinateur nous sauve la vie. Même si j'écris à la main à la base, mais enfin, l'ordinateur nous aide. Et là, je me suis dit que chaque édition, et comme je suis un peu spécialiste des livres anciens et je connais très bien et les manuscrits et les livres de Ramu, j'ai vu qu'il y avait vraiment des différences. Donc, le lecteur qui découvre la dernière version, il découvre que c'est là, il ne va pas lire l'ancienne, tout le monde n'est pas fou, disons, d'aller chercher comme ça. Il faudra avoir comme ça des gens qui sont des lacunistes, des cryptos, enfin tout ce qu'on veut. Geneviève Erard était quand même une lectrice assez redoutable, extraordinaire. Donc voilà, vous avez vu cette différence, il y a des gens qui ne l'ont pas vu par exemple, hein, qui n'ont pas vu qu'il y avait une différence entre les deux éditions. Alors, le titre du roman « Mémoire des cellules » est une expression qui vous est chère. Elle apparaît dans Carrousel du vent, et c'est bien compréhensible puisque Max, décidé à écrire son histoire, relit l'histoire de sa jeunesse. Vous dites « la mémoire de ses cellules ». L'expression ressurgira dans votre 4e roman qu'on abordera tout à l'heure, « La vie des choses ». Je le dis juste comme ça, je vous raconterai un petit peu l'histoire, mais juste pour bien montrer l'expression. Évoquant Rosemary, dont le mari écrivain a disparu, qui croit l'avoir retrouvée sous les traits d'un romancier, Norga Abraham, qu'elle a rencontré à un salon du livre au Cap-Vert, vous écrivez « Il lui vint à l'esprit le désir insensé de savoir Yann réellement mort et non seulement disparu. Elle voulait être libre. Quelques convulsions subconscientes avaient ranimé la mémoire des cellules. Elle se sentait à nouveau vivante. » Alors, pouvez-vous, Marc Agron, expliquer le choix du titre « Mémoire des cellules » à la lumière du message que ce roman délivre? Alors en fait, c'est une banalité, c'était presque un cliché, mais disons qu'on connaît la mémoire de l'eau, on connaît la mémoire des cellules, c'est quelque chose que quand on a tout oublié, le corps se souvient. Florence Millot avait dit dans 24 heures, quand l'amour oublie, il y a mémoire des cellules, c'est-à-dire que combien de fois on passe devant une ferme, on boit quelque chose, là c'est encore un cliché de parler de Madeleine de Proust, mais enfin, quand même, la mémoire est très souvent tactile et de l'odorat. Et ces deux personnages, dont le premier roman ne réalisent pas qu'ils se sont certainement connus autrefois, c'est une question animale, en fait, quelque part, qu'on a en nous.
Et c'est cette mémoire-là qui s'enclenche. Si le titre apparaît dans tous mes romans, comme Carousel apparaîtrait, etc., c'est parce que mon Maximilien, il est finalement dans tous mes livres, parce que c'est un historien de l'art qui n'a pas compris. Il ne comprend pas l'art contemporain, il ne comprend pas qu'une chaise renversée par terre puisse être de l'art contemporain. Puis moi, j'adore l'art contemporain, mais j'ai de la peine avec les critiques de l'art contemporain. Donc je me dis, la fiction est un très bon moyen de dire à ces gens que c'est très souvent abscon, c'est très souvent, on passe plus de temps à lire qu'à regarder l'œuvre, donc c'est un peu embêtant. Et donc, comme dans tous mes romans, je me débrouille pour aller voir une exposition, et en général, ça tourne toujours mal. Les expositions d'art contemporain, ou alors mes personnages aiment aussi beaucoup aller dans les restaurants gastronomiques, et là c'est encore pire. Parce qu'évidemment qu'il faut manger avant, en principe, parce qu'on ne va pas manger dans un restaurant gastronomique, on va vivre une expérience culinaire, etc. Donc moi j'aime bien cette inversion de valeurs quelque part, et puis finalement le romancier a ce privilège de justement pouvoir, à travers un personnage, dire j'ai pas compris, ou alors si tout d'un coup il y a quelque chose de microscopique dans une assiette, de s'étonner qu'il n'y a pas à manger, parce que évidemment que le sommelier dira vous n'êtes pas venu ici pour manger, vous êtes venu ici pour éventuellement vivre une expérience culinaire comme je disais avant. Donc si vous voulez, j'aime bien cette idée-là d'abord de la mémoire de Sylvie, parce qu'en fait dans tous mes romans il y a l'histoire de la mémoire, de l'oubli et de ressouvenir en fait. Puisque je ne suis pas un écrivain mélancolique, ni même pas dépressif, mais enfin, j'estime qu'on fête la mémoire parce que c'est ça le métier de l'écrivain. Le métier de l'écrivain, pour moi, c'est de raconter une histoire qui fait 10 pages, mais tout le reste, c'est des digressions. Parce que qu'est-ce que serait la littérature, si vous voulez, si on n'avait pas ces gens qui avaient cet art de la digression, si vous voulez. J'estime que toutes les histoires ont déjà été écrites, tout a déjà été raconté, mais pas par moi. Alors je me dis, je m'autorise encore de voir ça de cette façon-là. Toutes les histoires sont des faits divers, quelque part. Prenons, je ne sais pas, un fait divers à Florence, un jeune couple qui s'aime, qui ne peuvent pas, parce que 2 familles, ceci, ils ne peuvent pas. La jeune fille va voir son amant qui peut-être est mort, mais elle-même pense qu'elle va mourir, etc. Et puis hop, elle prend un médicament qui finalement la fait mourir. C'est un fait divers. Mais Shakespeare est là pour faire de cela de la littérature. Une jeune femme qui quitte son mari dans la Russie profonde pour, je sais pas, rencontrer son amant à Tashkent, qui est un militaire, alors qu'elle vit dans une cour tsariste extraordinaire. Il fallait vraiment Tolstoï pour faire de cette petite histoire de rien du tout, finalement, qui aurait certainement pris un tout petit encart dans un journal. Et ça devient finalement la Karéniana. Pourquoi? Parce qu'il y a Tolstoï. Et on pourrait dire aussi, je ne sais pas, cette femme dans la France profonde, dont le mari est médecin et qui s'amoureux de quelqu'un d'autre et qui part, qui perd la foule. Il faut encore Flaubert pour faire de Madame Bovary. Donc si vous voulez, pour moi, c'est... Mémoire de cellule, c'était le Biennale de Venise, quand nous étions devant ce bassin de 200 000 litres d'eau et que nous avons vu cela, et ça a duré exactement 5 minutes, on était 3 couples. Et on s'est dit, c'est quand même pas ça l'exposition. Si, c'était ça l'exposition. On s'est dit, on va voir autre chose. Mais malheureusement, ou heureusement pour nous, il y avait une notice qui nous expliquait ce qu'on avait vu. Et on a lu cette notice, on se l'est passée, et on s'est dit, c'est une blague. Mais non, c'était pas une blague, c'était vraiment signé par un docteur en histoire de l'art, Hans-Peter Keller, etc. Et l'œuvre nous parlait de Danube, des rivières, de l'Europe centrale en migration. Elle portait un titre extraordinaire, l'autonomie croissante des atomes et l'immortalité du numérique. Évidemment, on a éclaté de rire, et l'idée est venue de réécrire notre notice dans notre hôtel, de faire 30 photocopies et de les remplacer. Et de reculer, d'attendre les visiteurs, et de voir comment les gens allaient réagir en voyant cette même œuvre avec notre texte, qui était évidemment une suite de blagues bien écrite quand même. On a parlé quand même de l'Iliade et l'Odyssée, de guerre de Gaulle, de guerre de Troie, de Moïse, de la grande inondation, du lac Léman, etc. Oui. Et puis c'est le départ du roman. Alors dans Carousel du vent, Max est libraire spécialiste en livres anciens. Dans Mémoire des cellules et Rêver d'Alma, Maximilien est critique d'art. Enfin, dans La vie des choses, Yann est écrivain à succès. Autant de personnages qui rappellent votre profil. À n'en pas douter, vous nourrissez vos ouvrages de votre vécu. À la question posée par Roberto Di Caro, que reste-t-il de la personne de l'écrivain dans vos écrits? Primo Levi répondait, la plupart du temps,
à l'instant même où il s'apprête à écrire, l'auteur choisit une part de lui-même, celle qu'il considère comme la meilleure. Alors vous, qu'en pensez-vous et quelle part de vous abandonnez-vous véritablement dans vos textes? Alors, vraiment, dans chacun des romans, je pense que les écrivains qui disent « j'écris pour moi-même », ça m'est égal ce que pense le public, etc. Je pense que c'est un gros mensonge. Dès l'instant où on accepte de mettre son nom sur une couverture et de rester derrière debout, dans ses bottes, comme ça en disant c'est moi, ok. Il y a un côté narcissique probablement, il y a un désir d'être aimé probablement aussi, et pas parce que je souffre d'être mal aimé, etc. Mais dès l'instant où on s'expose et on décide de montrer quelque chose, je pense qu'on écrit aussi un peu de ce que nous avons en nous-mêmes. Pour ma part, évidemment, ils sont davantage autobiographiques, même si le dernier roman n'est vraiment pas autobiographique, j'espère pour moi et pour le public, parce que c'est assez terrible. Donc c'est vraiment, ça ne peut pas être moi, n'est-ce pas? Mais disons que la vie des choses se passe dans le monde de l'édition, il s'agit d'un écrivain, mais on aurait pu parler aussi d'un footballeur qui joue au Real Madrid, on aurait pu parler d'un homme politique qui vient d'être élu, on ne parle pas de Macron, dès l'instant où vous êtes président, vous n'êtes plus un homme normal. On pourrait parler comment on appelle le temps, d'une star de rock par exemple. Comment voulez-vous que ces gens vivent des vies normales? On ne peut pas vivre une vie normale quand on gagne 10 millions par mois ou qu'on a des fans partout. Donc cet écrivain-là est un homme qui n'a jamais eu d'échec, et je me suis demandé ce qui se passe quand on n'a plus de succès. Qu'est-ce qui se passe chez un homme qui n'a connu que du succès? Et à partir de là, s'enclenche en fait une recherche de comment devient-on fou en fait? Qu'est-ce que la folie fait chez un homme? Cet égocentrisme, cette folie, et j'invoque quelque part, je vais chercher assez loin dans la littérature mondiale, dans la folie, dans la psychiatrie, dans la psychologie, dans la aussi, dans la religion, évidemment beaucoup, dans la superstition, dans tout ce que je connais un peu de ce que j'ai appris, pour essayer de comprendre comment vit-on dans un monde en fait, où on se fait des idées, on a le fameux dictionnaire des idées reçues, si vous voulez, de nouveau, on se fait une idée sur quelque chose et on pourrait éventuellement inverser les valeurs, et j'aime beaucoup ça. Donc, dans les 4 romans, clairement, il y a pas moi, mais disons qu'une fois je suis peut-être le héros principal, des fois je suis le héros, disons, secondaire, c'est comme si on était au cinéma et puis on ne joue pas toujours. Hein. On n'a pas toujours le rôle principal, si vous voulez. Alors, on va évoquer ce roman. En 1970, Claude Sautet adapte à l'écran le roman de Paul Guimard, Les choses de la vie, réalisation cinématographique merveilleusement portée par Romy Schneider et Michel Piccoli, entre autres. Vous, Marc Agron, vous publiez en 2024 La vie des choses et vous mettez en scène Yann Mendelek, marié à Rosemary, père de 2 enfants, écrivain autrefois célèbre et adulé, mais dont le dernier roman a connu un échec retentissant. Yann se remet pourtant au travail, passe son temps à écrire à l'abri du monde, et 3 ans plus tard, il propose un nouveau manuscrit à son éditeur Louis Van Berg. Yann avait transformé ses personnages en de simples objets de décoration. Ainsi, les meubles, les murs, les radiateurs, la vaisselle et tous les ustensiles avaient leur propre rôle. Idée, intimité, félicité, peine, un début, une fin, une vie, une mort. C'est la vie des choses. L'ouvrage plaît à l'éditeur et vous ajoutez « La vie de Yann y était interprétée dans les moindres détails. À travers tout le livre, il était question de son dernier échec et de son désir de rédemption. La littérature se résume toujours à l'inversion des rôles établis. La réalité tente toujours d'imiter l'imaginaire dont elle n'est qu'une pâle créature. » Ça m'a fait étrangement penser au discours prononcé par Albert Camus à l'occasion de la remise du prix Nobel en 1957. Camus écrit « Je ne puis personnellement vivre sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessous de tout. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. » Alors, Marc Agron, est-ce là le sens que vous reconnaissez à l'écriture? Absolument, dans le sens où
C'est un peu un hommage à Romain Gary quand même, un des auteurs que j'ai lu assez tôt en fait, disons tôt, on va dire à la 4e année de mon apprentissage de la langue, si vous voulez, puisque je plaisante en disant je suis né à 20 ans, c'est-à-dire à 20 ans c'était 0 et en imaginant que ça fait 40 ans que je pratique cette langue quand même. Et en fait, Romain Gary avait fait cette histoire que tout le monde connaît entre Émile Ajar et Romain Gary, donc La vie devant soi et Racines du ciel, qui ont eu 2 fois le prix Goncourt, les 2 fois les prix Goncourt. En fait, c'était juste un petit clin d'œil à lui. Mais ce qui m'intéressait, c'était que cet homme qui finalement est critiqué pour son dernier livre, en disant vous êtes mort en fait, vous ne savez plus écrire, il a tellement de succès que voilà. Et quand il se retire pendant 3 ans et il ne sort plus dans sa chambre, moi je le suis dans sa chambre, je me dis qu'est-ce qu'il fait pendant 3 ans? Et c'est là qu'en fait j'accompagne, il y a une 20aine de pages où on se demande ce que fait cet auteur pendant 3 ans, quand même c'est beaucoup dans une chambre, la barbe longue, etc. Il devient de plus en plus fou. Et quand il sort avec un manuscrit qu'il a appelé La vie des choses et qu'il le présente à son éditeur, évidemment que l'éditeur dit non, c'est terminé, on a donné, ton nom est brûlé. En fait, c'est là qu'en lisant quand même ce manuscrit, il devine un énorme succès et il lui demande de changer de nom. Eh bien, il lui demandera bien plus de choses que ça, que de changer de nom, malheureusement. Et l'auteur accepte parce qu'il n'a pas le choix. Mais ce qui aurait été intéressant pour lui, c'est que le livre paraisse sur son vrai nom, parce que c'est lui qui voulait être célèbre. C'est lui qui voulait pouvoir aller à la télévision, à la radio, séduire des gens, des hommes et des femmes, des journalistes, etc. C'était vraiment une star. Et moi, ça m'intéressait de savoir, en fait, ce qui allait se passer alors que cet homme doit publier son livre sous un autre nom, et même le nom est choisi par l'éditeur. Et en fait, alors que le livre est un immense succès, il devient l'homme le plus malheureux du monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui est connu, ce n'est pas lui que le public admire. Il a signé un contrat vraiment avec plusieurs notaires et avocats, ce qui fait qu'il ne peut dire à personne qu'il est l'auteur d'un livre qui marche énormément, et il devient jaloux de son propre personnage. En fait, il est encore plus malheureux qu'avant. Alors effectivement, Yann accepte de ne plus apparaître en public en tant qu'auteur, et de ne jamais divulguer sa paternité de La vie des choses. Au bas du contrat qu'il signe, le nom de l'écrivain, un certain Norga Abraham, figurait en gras, souligné en rouge. Mais l'éditeur va plus loin, vous l'avez dit. L'éditeur veut mettre, quand l'éditeur veut mettre en scène ou disons livrer les droits de l'ouvrage pour un metteur en scène, il faut que la presse et le public qui réclament de connaître le visage de l'auteur puissent le voir. Et à ce moment-là, Van Berg est prêt à effacer physiquement, en fait, Yann, à lui donner, grâce à la chirurgie, une nouvelle identité. En fait, il l'incite à changer de visage et à revenir. Yann considère le montant du chèque qui lui est proposé alors et il dit ceci: « J'ai reçu une somme qui correspond à ce que vaut désormais ma vie. » Alors évidemment, arrivé là de votre roman, le lecteur forcément s'interroge. Quel prix un homme peut-il consentir à payer pour exister à nouveau? Alors cette question-là, je vous la pose à vous personnellement. Et puis, sans dévoiler toute la fin du roman, vous pensez quoi de ce que propose l'éditeur à l'écrivain? Dans le livre, en fait, chaque personnage a non pas son double, mais son contraire. Il y a 2 éditeurs, il y a des enfants jumeaux, il y a une femme, il y a une autre femme, il y a un écrivain, il y a peut-être un autre écrivain, puisque 2 hommes porteront pour finir le même nom et on ne saura pas à qui on a affaire. Donc l'idée était pour moi de voir non pas le bien et le mal, ou le plus et le moins, mais j'estime qu'il faut toujours un frottement pour produire la voix. Il faut bien des membranes se frottent comme ça. Il faudrait toujours 2 choses pour que la chose existe en fait. On n'est pas monocellulaire en fait. Et si on n'avait pas 2 cellules, on ne serait pas des êtres vivants. Donc j'ai trouvé que dans le roman, c'était intéressant pour moi de voir qu'il y a un éditeur parisien qui ne recule devant rien, qui est prêt à tout, puisque il disparaîtra. Et là, on ne dévoile pas le roman, puisque finalement le style comptera aussi beaucoup. Mais l'éditeur ne peut plus supporter la pression médiatique. On lui demande chaque année de nous dire qui est cet auteur. On cherche cet auteur. Actuellement, nous avons ça en Italie avec Elena Ferrante,
Je crois qu'on ne sait pas qui est Elena Ferrante, c'est des millions de livres vendus, elle vit quelque part cachée, et on ne sait pas qui c'est. Alors on fantasme. Ce qui est intéressant pour moi, c'est un prétexte, vu qu'on ne trouve pas l'auteur, eh bien en fantasme, on commence à dire des choses sur l'auteur. Chacun a compris, beaucoup de gens croient que c'est une femme, parce que l'écriture est féminine. Certains pensent que c'est encore une autre femme. Il y a un bonhomme qui fait une thèse de doctorat sur un auteur japonais en démontrant vraiment que c'est un auteur japonais, que la ville de Kyoto est entièrement décrite dans ce livre. Et lui, il lit cette critique et il devient fou. Et en fait, pour moi, ce n'était pas parce que je voulais montrer comment il devient fou, mais comment la critique se trompe elle-même. En fait, on construit des mythes, on construit des choses à partir de rien. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des génies absolus qui sont totalement inconnus, et on fabrique en fait des gens qui n'ont pas la qualité de génie, si vous voulez. Donc, est-ce que la critique littéraire, la critique de cinéma, les prix littéraires finalement, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y a que des prix littéraires qui sont de grande qualité, quand on pense au nombre de gens qui n'ont jamais été sélectionnés à des différents prix, etc. Donc, pour moi, c'était un prétexte pour raconter comment la presse se trompe. À chaque fois, tous les articles qu'il lit, en général dans les grands journaux, ben, ils sont complètement, on va dire, à côté de la plaque, si je peux dire ça comme ça. Donc c'était ça pour moi, qui est intéressant de voir que personne ne peut deviner que c'est lui, parce que c'est l'antithèse de ce qu'il a vécu autrefois. Et l'idée de parler des choses et non pas des êtres humains, c'était que chaque chose dans le roman, finalement, a des attributs humains. Que ce soit la table, la lampe, l'âme, le cœur, l'esprit, la chaise. On pourrait imaginer que notre corps est un ensemble de choses, c'est une maison qui tient debout, et puis il y a l'esprit. Et l'esprit, c'est une autre chose encore. Alors, vous avez évoqué tous les personnages qui participent à ce roman. Il y a un personnage qui évolue tout en restant fidèle à lui-même, personnage qui pourrait paraître secondaire et qui pour moi est primordial, c'est Rosemary, trahie plus d'une fois, redevenue finalement l'épouse autant que la mère de ses enfants. Elle est aimante, elle est fidèle. Vous dites qu'elle aurait pu être une sainte et vous ajoutez, mais peut-être que l'amour conjugal se transforme simplement au fil des ans en amour maternel. Ce personnage est central du début à la fin du roman, puisque c'est Rosemary qui mène l'enquête pour à la fois retrouver son mari et découvrir qui est Norga Abraham. Alors elle se remit à lire dans tous les sens, décortiquant chaque phrase, reprenant la théorie du chercheur japonais, inversant le sens des mots, cherchant à chaque objet son synonyme, son contraire, sa vraie signification. Peut-être lui aurait-il laissé d'autres messages. Alors comment naissent vos personnages et entre tous ceux auxquels vous avez donné la vie, y en a-t-il un au moins pour qui vous avez une tendresse particulière, duquel pourriez-vous être l'ami? De ce dernier roman? De ce dernier roman ou des autres avec, ça m'est égal. Bon, Maximilien revient dans chaque livre parce que c'est l'historien, c'est celui qui critique, qui va avoir des expositions, donc il faut croire que je l'aime beaucoup puisqu'il est assez paumé comme ça, c'est un type un peu borderline, c'est un faible. Puis moi j'aime bien les faibles parce que finalement la littérature avec des forts, des méchants. Les romans policiers marchent très bien, c'est toujours des gars comme ça, forts. Mais j'aime bien des faibles parce que finalement, ce sont des gens qui ne sont pas faibles, qui abandonnent finalement la lutte contre le fort ou le méchant. Donc j'aime beaucoup Maximilien, c'est pas pour rien qu'il revient de chacun de mes livres, j'aime beaucoup. Donc pour celle qui aura lu ou qui lira mes autres livres, ils comprendront pourquoi. Mais sinon, non, c'est plutôt le type de personnage qui m'intéresse. Je m'intéresse à quelqu'un qui est naïf, comme ça, qui se balade et qui est étonné. Parce que j'aime pas dire que l'art contemporain, c'est pas bien, ou ceci ou cela. J'aime bien juste que les gens soient étonnés. Moi, je suis toujours étonné quand on va chaque année, tous les 2 ans, mais maintenant chaque année à la Biennale de Venise, parce qu'il y a une fois l'art, une fois l'architecture, et puis on est devant des choses absolument absurdes. Et on se dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis si, c'est possible, puisque finalement, 10, 15 ans plus tard, on se dit, ah, tiens, c'était pas mal finalement. Donc l'artiste a probablement besoin, non pas de choquer, mais d'avoir disons, un peu d'avance sur notre propre imaginaire. Il l'a développé, l'a surdéveloppé probablement. Et voilà, j'aime bien ces personnages qui s'étonnent et qui peuvent critiquer. Dans mon dernier roman, c'est un artiste du nouveau que je critique parce que vous avez tous certainement lu
un article sur ce bonhomme qui a vendu des bananes scotchées au mur à 140 000 $ à la foire de Bâle à Miami. Et c'est vrai que, pourquoi pas finalement faire une banane scotchée au mur. Quelqu'un a d'ailleurs mangé la banane pendant l'exposition, puisque c'était une vraie banane, n'est-ce pas? Et puis il ne restait plus que le scotch, mais enfin quand même, c'était quand même 140 000 $. Et puis je ne me suis pas intéressé trop à savoir pourquoi, parce que pourquoi pas finalement. Et pourquoi pas? Pourquoi les milliardaires ne mettraient-ils pas 140 000 $ pour une banane scotchée au mur? Pourquoi pas? Ce qui est dramatique, c'est pas ça. C'est que le curateur du musée dira, il nous faut cette banane dans notre musée avec notre argent public, disons, les impôts. Et là, ça devient absurde et ça devient vraiment terrible. Alors, comment critiquer ça? C'est pas en disant, c'est nul, ah, c'est pas bien, etc. Non, c'est très bien. Comme je suis un romancier, mon personnage, c'est-à-dire Maurizio Cattelan, est un artiste très très connu en Italie, un milliardaire d'ailleurs, eh bien, je le fais mourir dans mon roman. Tout simplement. Il est mort. C'était la seule façon pour moi de dire, mais tu m'embêtes vraiment. Mais alors, en le faisant mourir, évidemment qu'il faut aussi raconter l'histoire de son galeriste, parce que le galeriste, apprenant que Maurizio Cattelan est mort, eh bien, il achète le cadavre à la famille en me disant « bonne affaire ». Et évidemment, il tire de ce cadavre un bronze en 6 exemplaires, et il le met en vente dans une exposition, et les milliardaires se précipitent pour acheter le bronze, qui est épuisé à la première journée de l'exposition. Il y a aussi le plâtre, qui a servi à la fabrication du bronze, et nec plus ultra, il y a le cadavre lui-même dans une pièce à part. Alors là, c'est pris sur demande, évidemment. Et la scène que je décris, c'est justement le moment où un couple de milliardaires négocie l'achat du cadavre de Cattelan. Évidemment, c'est très gênant pour madame, parce qu'elle a envie de vomir, et elle lui dit, mais c'est une très bonne affaire, il faut quand même qu'on l'achète, si vous voulez. Et puis hop, alors pourquoi je raconte ça? Parce que c'est la réalité absolue. Avez-vous vu des expositions chez Pinault, à la Punta della Lugana, ou à la Palazzo Grassi, ou maintenant, dorénavant, à cet magnifique endroit à Paris, comme la Bourse de Paris? Eh bien, il a un artiste qui s'appelle Damien Hirst, qui, lui, il met des animaux, donc plus vivants, heureusement morts, dans des formoles, comme ça, avec des diamants, et c'est 30 millions, 40 millions, les gens achètent ça. Ou alors des pharmacies qui sont transformées, etc. Donc c'est assez vomissant, quand même. Eh bien, ça a une cote, et les gens achètent ça, et je me dis, ce sont des milliardaires maniaco-dépressifs que je trouve ont le droit d'exister, quand même. C'est la neurasthénie, si vous voulez, et ça se soigne. Mais enfin, ça ne se soigne pas avec une exposition au Pompidou ailleurs, ou avec des publications, et surtout, la place que ça prend dans la presse, à tel point que quelqu'un qui a le malheur de savoir dessiner, graver, peindre, sculpter, n'a aucune chance d'avoir autant d'espace que Maurizio Cattelan qui vend une banane scotch au mur à 140 000 $. Le romancier est là pour dénoncer ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Enfin, moi, ça me fait du bien, je jouis, mais alors vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, lorsque j'ai fini une phrase comme ça, parce que je me dis, voilà, mon cher Maurizio Cattelan, comme je ne peux pas le gifler en public, parce que je pense que je serais directement arrêté par la police, et s'il dépose plainte contre moi, je suis doublement gagnant, parce que d'abord, ça ferait une publicité énorme à mon roman. Et d'autre part, en fait, c'est un personnage public, et je pense qu'il trouverait ça drôle plutôt, parce que c'est un garçon très intelligent. Et je pense qu'il dirait que voilà, il est devenu une personnage de fiction, et puis voilà, il faut qu'il joue le jeu quand même. Hein. Si lui, il ne sait pas jouer le jeu, alors zut. Dans le texte qu'il venait de laisser à son éditeur, il s'était employé à confondre sa vie passée avec celle de ses personnages, objets qui tous avaient reçu des attributs humains. Il avait vécu à l'abri des regards moqueurs, des vernissages, des cocktails dînatoires et autres mondanités dont il avait été longtemps l'habitué. Il se demanda pourquoi il ne parvenait toujours pas à se départir de ce sentiment de honte. Impossible de ne pas lire derrière les tribulations de votre personnage la critique ironique de cette petite comédie humaine qui se joue, excusez-moi, mais dans les milieux de l'édition, de l'art et de la culture parfois. Ça m'a fait un peu penser au tableau représentant la baronne de Rothschild peint par Ingres en 1848 et que Pierre Assouline met à l'honneur dans son ouvrage Le Portrait publié en 2007. Le tableau raconte ce qu'il voit et entend au gré des lieux où il est accroché. Et ça donne ceci.
J'ai connu tous les regards, celui du professeur qui me détaille en prenant des notes, celui du japonais qui ne cesse de secouer la tête, l'oreille vissée à un audioguide, celui de l'érotomane sincèrement convaincu que je n'ai Dieu que pour lui, celui du dandy désinvolte qui me prétend unique alors qu'il parle en même temps à une autre femme dans son téléphone portable, celui de l'obsédé qui imagine en transparence mon origine du monde, celui du gardien martiniquais qui me fait ses hommages le matin en arrivant et ses adieux le soir en partant, celui de la conférencière qui m'adresse un clin d'œil comme pour prévenir ses abonnés d'une complicité nouée autrefois sur d'autres cimaises, et celui qui m'a tellement regardé qu'il ne me voit plus. J'ai croisé tous ces regards et je les ai soutenus. Quelle est votre définition, Marc Agrone, de la culture et quelles sont les valeurs intellectuelles, les vraies, qu'il faut à tout prix défendre? Alors, étant privilégié, puisque je travaille dans le livre ancien, donc je décris des livres qui la plupart des temps, ont 500 ans, en 400 ans, 300 ans, des cartes anciennes. Donc, c'est très intéressant de pouvoir finalement voir que les anciens, c'est la fameuse phrase d'Ecclésiaste, c'est-à-dire que tout a déjà été plus ou moins vu, écrit, le temps que nous vivons a déjà passé, les climats, les inondations. Au XIVe siècle, il n'y avait pas d'industrie, mais Zermatt était une colline verte, hein, donc il y a des calendriers comme ça, de messagers bientôt. Donc voilà, c'est un privilège de voir finalement toujours la source, ne pas vivre avec Wikipédia, c'est bien, mais enfin c'est quand même pas essentiel. Beaucoup de gens se cultivent avec Wikipédia, ils parlent, ils font de la politique, et c'est assez désastreux. Également, d'avoir une galerie à l'étage que gère Michel, donc, et de voir ce goût pour l'art, et puis pourquoi on refuse certains artistes, pourquoi on les accepte, on discute très souvent ensemble, pourquoi cet artiste vient, pourquoi pas, et on réalise en fait qu'on veut toujours la même chose, en fait, on veut toujours le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est pas de faire un nu, une main, etc., ça peut être quelqu'un de totalement abstrait, mais d'avoir qu'il n'y ait pas de moquerie, si vous voulez, on s'imagine que quand on est face à une œuvre d'art, mais même si on est fâché, même si on a en fait une certaine, disons, colère face à une œuvre qui peut nous déranger, mais au moins qu'elle nous dérange. Mais alors, ce qui est terrifiant, en fait, c'est l'indifférence. Et pour moi, Dieu sait qu'on en a vu des expositions dans le monde entier, et lorsqu'on est indifférent face à une œuvre d'art, lorsqu'on est indifférent face à un texte, vous voyez, aujourd'hui, mieux vaut écrire des romans nordiques comme ça, où il y a à la première page quelqu'un qui est déjà découpé en morceaux dans un congélateur, et on va se mettre à la recherche du meurtrier pendant 400 pages. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est quelque chose qui me dépasse complètement, alors qu'aujourd'hui, vous voulez avoir des sensations fortes. Les 19h30, 20h, c'est des sensations fortes. Je suis désolé, je ne comprends pas qu'on puisse... Donc les valeurs que pour moi sont... Je pense que quand on ouvre un livre, non pas qu'on veut faire du bien, qu'on veut séduire quelqu'un, mais au moins qu'on apprenne quelque chose, qu'on soit un peu ému, qu'on ait de la chair de poule, qu'on apprécie la langue qui est tellement belle, qu'on ait, si vous voulez... Mon idée dans un roman, dans une œuvre d'art qui est cet élément de la peinture et de la musique. Si vous voulez, on ne peut faire rien d'autre que de peindre et de jouer de la musique. Quand on écrit, c'est pareil. Moi, quand je relis pour la 20e fois mon roman, je me dis toujours, est-ce que c'est un tableau qu'on va voir et qu'on va apprécier dans chaque détail? Et est-ce que c'est une musique qui va me parler, si vous voulez, quelque chose qui ne me dérange pas? Ça peut être du hard rock, c'est pas important. C'est pas toujours une suite de Bach, disons, un roman. Enfin, c'est quand même ça que la valeur pour moi, c'est qu'on ne se moque pas des gens, si vous voulez, qu'on écrive, qu'on fasse de la musique, qu'on scotche à la rigueur la banane au mur, why not? Mais disons que ce ne soit pas 140 000 $, qu'on fasse ces gestes en tant que gestes de provocation, comme l'a fait autrefois justement le grand Duchamp, puisqu'aujourd'hui les gens qui se mettent à faire de l'art, eh bien, ils disent toujours, nous sommes les enfants de Duchamp. Mais ce sont des bâtards de Duchamp, ce ne sont pas les enfants de Duchamp, puisque Duchamp était un immense peintre avant de faire cette provocation avec l'urinoir, parce que justement, il en avait marre, si vous voulez. Et la preuve en est qu'on a vu une exposition pour les 30 ou 40 ans de Pompidou il y a quelques années, et en fait, l'idée géniale était de refaire l'exposition de l'inauguration de Pompidou. Je ne sais pas la date, 79 peut-être 79. Et c'est une exposition qui était... Quand on a ouvert Pompidou, on avait cherché à exposer le plus grand artiste du XXe siècle. Alors évidemment, les gens ont tous dit Picasso. Eh bien non, Jean Clair, qui était curateur, avait dit Duchamp. Ils ont fait une exposition autour de Marcel Duchamp. Et cette exposition a été refaite 30 ans plus tard, identique. Et c'était extraordinaire.
Ça veut dire qu'en 40 ans, cette exposition d'art contemporain, qui avait choqué un peu les gens au départ à l'ouverture du Pompidou, Pompidou lui-même est déjà un bâtiment choquant. Est-ce que vous voyez Pompidou à Lausanne? Enfin, on refuserait ça tout de suite, si vous voulez. Donc, si vous voulez, moi je trouve qu'il faudrait voir les valeurs par rapport au savoir-faire. C'est-à-dire, dans un roman, ou dans une musique, dans une peinture, dans une idée sociale, dans une vie commune que nous avons là, ensemble, nous ici, eh bien, il faudrait quelque chose on ne se moque pas des gens, si vous voulez. C'est ça que je recherche dans la vie, dans ma vie privée, dans ma vie sociale, amicale et dans mon travail d'écrivain. Alors, pour faire le lien, Rosemary s'adresse ainsi à son époux. Je vais te dire quelque chose, si tu es encore capable de t'intéresser à quelqu'un d'autre qu'à toi, tu es sans doute un père, mais tu n'es pas un papa. Un père est fier, un papa est heureux. Un père dit tu dois faire mieux, un papa dit tu peux faire mieux. Un père est ici, un papa est présent. Un père pense à l'avenir, un papa à ce qu'il vit. Un père n'est pas content, un papa est triste. Je continue. Si jamais notre vie t'intéresse, maintenant que tu es sorti de ta tanière, je te signale que ma première chimio est prévue pour la semaine prochaine et qu'il serait bien que tu apprennes à cuisiner quelques plats si tu ne veux pas mourir de faim. Je risque d'être absente quelques semaines. Vous êtes marié et père de 2 enfants. Aujourd'hui, c'est une question un peu indiscrète. Avez-vous des regrets? Et si vous deviez dire une dernière chose essentielle à vos enfants, que leur diriez-vous? Cette idée de père et papa, je ne sais pas ce que ça donnait, enfin ça donnait ça en français, mais disons que c'était une idée que j'ai depuis très très longtemps, parce que dans d'autres langues, c'est pas aussi évident, papa, maman, mère, père, matriarche, etc. En croate, c'est mater, qui vient directement du latin. Donc je trouvais intéressant de... ouais, c'est-à-dire papa, c'est quand même... voilà, père, il y a une certaine distance. Et je pense que Rosemary, qui est ultra lucide, elle essaie de dire à cet homme qui a des jumeaux, donc, mais comme ils sont absolument monozygotes, eh bien, il ne les différencie pas, il ne sait pas trop... en fait, il se trompe de prénom. Et régulièrement, il appelle sa femme pour dire « Je m'excuse, mais c'est la dernière fois, mais... » Lequel est lequel, en fait? Et il dit, mais ils ont 20 ans. Alors, est-ce que je peux t'apprendre qu'il y en a des 2 qui boitent? Et il n'avait même pas réalisé qu'il y en a 2 qui boitaient, en fait. Et c'est pour montrer aussi à quel point il est horrible, en fait. Il n'est pas horrible, il est juste tellement égocentré, il pense tellement à lui et qu'à lui, le monde tourne autour de lui, que finalement, il ne voit pas ça. Et quelle est votre question? Avez-vous des regrets? Des regrets par rapport à quoi? En tant que père. Alors j'ai eu des regrets. Figurez-vous que nous sommes venus inscrire notre fils à Saint-Maurice au collège. Alors c'est un regret et pas regret, donc. Hein, enfin, et nous avons passé une après-midi avec j'étais très impressionné parce que moi je suis né dans une famille catholique où j'ai une tante qui est religieuse et un oncle qui est prêtre. C'est donc un Carrousel du Vent. Vous savez, cette robe noire comme ça, c'est tellement impressionnant. Et quand, avec Timothée, nous avons passé... on a pratiquement conclu l'affaire, n'est-ce pas? Parce que ce sont des affaires hein, avec le chanoine. Et on est allé visiter, Dieu merci, les chambres, les communs, la cuisine, etc., la salle de cours. Et c'était un mercredi après-midi, nous avons vu des cellules d'étudiants comme ça. Et très souvent, on a frappé, on a ouvert, et il y a des jeunes gens qui étaient accroupis et qui attendaient parce que leurs parents vivaient très loin, etc. Puis 2e chambre, une 3e, et puis on a eu quand même un petit peu peur. On a dit qu'on allait donner une réponse plus tard, que voilà, etc. Et on était dans la voiture, on rentrait sur Lausanne, et notre fils qui était derrière, qui n'a pas parlé de Saint-Maurice à Vevey à peu près, vers Puy, il a dit, tout d'un coup il a dit, vous n'allez pas me laisser là quand même. Et en fait, c'était un peu punitif quand même pour lui, parce qu'il était cancre, sa sœur était brillante, etc. Puis on dit, mais Tim, il faut quand même que tu travailles, et puis là, c'est un collège, etc. Et puis nous deux, on s'est regardés là, on s'est dit, non, mais on ne peut pas le laisser là, c'est pas possible. C'était terrible de laisser Timothée là. Alors, quelques années plus tard, j'ai un peu regretté. Après, il est devenu sportif d'élite, multiple champion de judo, il a voyagé dans le monde entier, et aujourd'hui, il est restaurateur qui a beaucoup, beaucoup de succès, il est vraiment très bien dans sa peau. J'avais beaucoup regretté pendant quelques temps d'avoir été un peu trop bon, trop gentil, trop mou, trop doux. Donc mais j'avais en même temps, on avait
très peur, enfin pas peur, mais ça nous faisait un peu mal le cœur de laisser ce garçon-là. Et puis on était là 1 heure après, puis c'était un peu trop punitif. Donc voilà, regret d'avoir été un père un peu mou, on va dire, à ce moment-là. Mais j'ai jamais pu, enfin voilà, c'est des regrets de ne pas avoir une certaine constance dans mes décisions, si vous voulez. Alors, nos décisions. Pardon. Je vous propose, Marc Agron, des questions simples pour des réponses du tac au tac. Qui aimeriez-vous retrouver dans l'au-delà? Franchement, pardon de vous tirer mes parents, parce que je suis très attaché à ma maman. Et voilà, je me demande si tout un coup on les reverrait. La convention sociale qui vous agace le plus? Je ne sais pas. La chose la plus précieuse que vous possédez? Alors c'est vraiment, oui, c'est Tim et Marina, oui, nos enfants sont formidables. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, comment la passeriez-vous? Oh là là, ça je l'ai lu ça chez Proust, je crois, ouais, il voulait partir, je ne sais plus. Ce serait à table avec nous, comme ça, une équipe, des gens qu'on voit samedi dans la galerie, puis discuter avec mes amis et mes enfants. Avez-vous plus de remords ou plus de regrets? J'ai de regrets, pas de remords. Votre plus grand moment de solitude? Alors, ça peut paraître de nouveau très égocentré, mais quand je me dis que vraiment, à peu près tous les jours vers minuit, comme ça, quand je m'endors sur mon clavier d'ordinateur, je me dis toujours, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Personne ne m'oblige à faire ça, j'ai aucune chance à mon âge de faire quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas quoi, mais enfin, c'est un peu... Là, je me dis, non, tu n'y arriveras pas, et puis le lendemain, ça fonctionne. Alors, la dernière page de votre roman « Rêver d'Alma » s'élabore ainsi. « Jour et nuit se confondent, le mouvement du temps m'échappe, la lumière s'infiltre de toutes parts, les visions s'enchaînent à l'allure vertigineuse d'un carrousel. Étourdi, je revois Alma, jeune encore et pourtant déjà femme, dansant autour de moi au rythme d'un orgue de barbarie, activé par un aveugle au regard halluciné, lançant des pétales de rose sur mon visage, riant et balançant ses bras pour attraper le vent, pour essayer d'en deviner la couleur. Ce pourrait être ça l'image du bonheur. Jean, dans votre dernier roman, serre sa mère Rosemary dans ses bras, lui dit « je t'aime » et avant de refermer la porte, lance « n'oublie pas d'être heureuse ». Pour vous, Marc Agron, qu'est-ce qu'une vie réussie? Alors j'avoue que de votre bouche, c'est assez beau, il faut le dire. Quand j'entends un comédien lire à la radio, etc., je me dis c'est pas mal. Mais c'est la preuve que les comédiens, disons, rendent le texte plus beau en fait qu'il est en réalité, honnêtement. Je ne sais pas si vous avez ajouté des phrases ou pas, mais c'est un truc. Et voilà, il me faut des fois 1 mois pour écrire une phrase comme ça, c'est un peu dommage, quoi. Donc, pardon, c'était quoi votre question? Je suis toujours perdu. Une vie réussie. Une vie réussie? Oh mon Dieu, mais c'est ça. Là, on est sorti de la gare, on a vu l'abbaye qui a 1500 ans. J'ai dit à notre ami de Paris que c'est là, 1500 ans, c'est fabuleux. Et puis cette montagne extrêmement... Puis la vie réussie, c'est pas réussi au niveau matériel, comme ça, comme mon horrible personnage, mais enfin, réussi, c'est vraiment, franchement, d'avoir cette conversation en français, dans une autre langue, d'avoir... Je trouvais que ce n'était pas réussi dans le sens matériel du terme, de fortune engrangée, mais enfin, réussi dans ce sens-là. Par exemple, j'aurais bien aimé que ma maman soit là et puis dise bah, « Tiens, c'est formidable ». Elle n'aurait pas compris un mot de ce que je dis, mais enfin, elle aurait certainement trouvé ça intéressant. Alors, pour terminer, le philosophe italien Remo Bodè, né en 1938 et mort en 2019, a écrit un essai qui témoigne des liens qui existent avec la vie des autres, la nature, les civilisations passées, les générations. Bref, il évoque la mémoire des choses. Une chaussure, une lampe, un coupe-papier, un poêle, un pneu vendu, acheté, utilisé, puis jeté. Son ouvrage paru en mars 2019 s'intitule « La vie des choses ». Quoi? Exactement. Alors je l'évoque en clin d'œil au vôtre et parce que j'aimerais que vous nous présentiez, Marc Agron, l'objet que je vous ai proposé de prendre avec vous. Oui, c'est vrai. Complètement oublié. Où est mon sac?
Ah bon? Je crois que je ne vais pas bouger. Parce qu'il vous tient particulièrement à cœur. J'ai pensé vraiment hier, sinon j'aurais oublié aujourd'hui. Je suis désolé. Ça pèse une tonne, c'est une arme. C'est une arme. Voilà. Oh! C'est un pic! Alors en fait, c'est un... Vous avez une question? C'est un Comme pic? ça, je ne l'oublierai pas. Oui, c'est un petit marteau, probablement d'artisan bijoutier qui vient de Dubrovnik, de Raguse, Dubrovnik, hein, la ville. Et j'étais un jeune libraire, je commençais à travailler dans le livre ancien, enfin jeune libraire, j'étais déjà plus un jeune libraire, mais enfin je commençais à travailler essentiellement dans le livre ancien et faire des estimations, etc. Et je me suis retrouvé dans un appartement de Jeanne Rosier. Jeanne Rosier était la femme de Benjamin Romieux, une femme de théâtre, une grande comédienne. Et autrefois à la radio, il y avait des émissions radiophoniques, c'est ce qu'a fait Agatha Christophe aussi, on pouvait écouter du théâtre à la radio. Et bah oui, aujourd'hui, il n'y a presque pas de paroles à la radio, essentiellement de la musique. Les journalistes deviennent un peu des programmateurs comme ça. Et elle travaille à la radio. Et quand on a fait connaissance, j'étais allé voir sa bibliothèque pour une estimation, pour une succession. Et quand elle a su que je venais de la Croatie, et elle a sorti ça, il m'a demandé ce que je faisais, je lui disais que j'écrivais, mais bon, pas terrible, les éditeurs refusent, voilà, ça ira. Comédien, ça n'a pas marché parce que je manque un peu de talent quand même, un peu de rigueur, etc. Et il m'avait trouvé, j'étais plus jeune, j'avais les cheveux un peu longs, comme ça, j'étais pas beau gosse, mais disons, j'avais une bonne allure. Elle était une femme extraordinairement belle, elle avait 85 ans à peu près, très maquillée, comme ça, vraiment un personnage, on peut dire vraiment, aux propres figures de théâtre, de cinéma. Et elle m'a dit que non, ça ira, parce qu'elle aussi, quand elle était jeune, etc. Puis elle m'a prédit, c'était une espèce de fée, comme ça, d'une douceur extraordinaire, avec une voix de fumeuse, peut-être même quelqu'un qui buvait comme ça de temps en temps, un petit peu d'alcool le soir, mais enfin, une voix, une vraie femme, disons une vraie femme, pardon, on ne peut plus dire une vraie femme, parce qu'on va appeler la police, une femme, disons, qui avait plutôt une voix comme ça, d'homme, de comédienne. Et elle m'a donné ça en me disant, voilà, je ne veux pas dire porte-bonheur, mais d'une certaine façon, quand même porte-bonheur. Et c'est vrai que ça fait 35 ans que dans mon désordre de mon bureau, il y a ça. Et puis maintenant, il est posé sur une Bible ancienne qui est du XVIe siècle, qui est sur mon bureau, puis elle est posée là, puis c'est un toc, hein, disons, un vrai toc, puisque je le touche tous les jours. Donc vous voyez à quel point j'ai pris un objet vraiment qui me tient à cœur. Voilà. Donc on vous Jeanne Rosier, paix à son âme, parce que je suis sûr qu'elle nous entend. Peut-être même elle nous voit, allez savoir. C'est un Maurice quand même. Hein. Oui. Est-ce que dans le public, il y a une question? Je ne vous menace pas, mais des questions auxquelles je peux répondre. Donc, je vous propose de conclure, puis après vous approcherez, monsieur Agrone. Notre rencontre se termine, vos personnages s'éloignent. Ainsi en est-il de Yann. La ville était déjà loin derrière lui. Il se coucha dans un pré à l'orée d'une forêt. Il se remémora ses 3 dernières années passées à écrire, à améliorer son style afin que les critiques n'aient rien à lui reprocher. Dans le texte qu'il venait de laisser à son éditeur, il s'était employé à confondre sa vie passée avec celle de ses personnages, objets, qui tous avaient reçu des attributs humains. Il avait vécu à l'abri des regards moqueurs, des vernissages, des cocktails dînatoires et d'autres mondanités dont il avait été longtemps l'habitué. De ce moment de partage restera donc, Marc Agrone, l'écho sonore de leur silhouette et la trace d'une certaine poésie de la vie et des choses. J'aimerais vous remercier et, pour le dire mieux, vous offrir un peu de beauté, quelques mots de Laurence Durel, court passage, une perle trouvée dans Justine, tome 1 de son Quatuor d'Alexandrie. Les cigales palpitent dans les grands platanes. La Méditerranée s'étend devant moi dans toute sa splendeur estivale d'un bleu magnétique.
Quelque part, là-bas, derrière la ligne mauve et vibrante de l'horizon, il y a l'Afrique, il y a Alexandrie, maintenant son emprise ténue sur les affections au moyen de souvenirs qui se fondent déjà lentement en un immense oubli. Souvenirs d'amis, souvenirs d'événements passés depuis longtemps. La lente chimère du temps commence à les saisir, estompant les contours, au point que parfois je me demande si ces pages relatent les actions d'êtres humains réels, à moins que ce ne soit l'histoire de quelques objets inanimés qui précipitèrent le drame autour d'eux. Un bandeau noir, un doigtier vert, une clé de montre et une paire d'anneaux de mariage sans propriétaire. Tout ne dépend-il pas de l'interprétation que nous donnons du silence qui nous entoure? Marc Agron, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Quoique d'Alexandrie, vraiment, il faut le dire.